Alors, avec mon petit réseau de personnes que je connais, de Yodi, Yo prétend, il paraît, j'ai pu avoir contact avec une infirmière qui est à la retraite et qui, justement, a vécu toutes les péripéties de ce CHU de la Guadeloupe. Je la reçois aujourd'hui pour faire un bocantage et puis voir avec elle un petit peu tout son parcours et qu'on comprenne bien ce que vivent les soignants principalement, même si c'est tout le personnel du CHU, mais essentiellement ceux qui nous touchent le plus, les soignants dont le salaire sont suspendus et qui sont actuellement des réfugiés vaccinaux. Bonjour. Bonjour Soana, bonjour les gens qui écoutent l'émission. Merci. Alors, je vais faire un petit historique, un petit parcours pour qu'on comprenne bien d'où on part et où on arrive aujourd'hui. Vous êtes infirmière, c'était une vocation? Comment ça s'est passé depuis le moment où vous avez décidé ou choisi ou eu le besoin de soigner jusqu'à votre entrée au CHU de Pointe-à-Pitre? Alors, ma vocation d'infirmière, c'est un choix pour soigner le corps et le mental de personnes humaines en étant à leur écoute et afin de les aider à surmonter des états de souffrance physique lors d'une hospitalisation soit totale, c'est-à-dire qu'on reste tout le temps à l'hôpital, soit quand on venait en hôpital de jour. C'est un métier qui demande une grande adaptabilité afin de faire face d'abord à une grande diversité de situations. Et ce qui m'intéressait surtout, c'était le relationnel qui est primordial avec le patient et la famille, qu'il ne faut pas oublier, car il faut faire preuve d'empathie, de compréhension, de diplomatie et surtout avoir le sens du travail en équipe. Il était également demandé une résistance physique et morale à toute épreuve. D'accord. Où j'ai pu mettre mes compétences au sein des équipes, car je n'ai jamais travaillé dans la routine, car je prenais mes responsabilités. Et en janvier 2018, dans mon parcours, j'ai eu mon certificat avec réussite en formation de recherche clinique que j'ai passé avec le GRC Grand Ouest pour les maladies métaboliques et la nutrition. Ah, c'est intéressant. Voilà mon parcours. C'est un sacré parcours. Alors, votre arrivée au CHU de Pointe-à-Pitre, c'était en quelle année? C'est en 1987. Auparavant, j'ai travaillé en laboratoire et en clinique. D'accord. Donc, 1996, ça veut dire que vous avez suivi quand même beaucoup, je ne sais pas si on peut parler d'évolution, mais enfin le cheminement de ce CHU jusqu'à l'incendie, vous y étiez? Alors l'incendie, c'est un mauvais souvenir, c'était le 28 novembre 2017. Et cette fumée immense que l'on a vue de partout était impressionnante. Et moi, je voudrais remercier le personnel qui a évacué avec professionnalisme et calme tous les patients, aider des pompiers venus en renfort. Mais depuis cet incendie, il a été fait du bricolage dans ce CHU qui est malsain, qui n'avait pas d'ascenseur fonctionnel, qui était sans climatisation, sans traitement d'air, sans sécurité électrique. Et il faut reconnaître quand même que tout le personnel avait été délocalisé dans tous les hôpitaux, les cliniques et même le stade du Gosier, et a dû reprendre dans des locaux vétustes avec un manque de moyens, de matériel, de personnel. Donc depuis cette époque-là, excusez-moi de vous interrompre, depuis cette époque-là, on va dire novembre 2017, le CHU de Pointe-à-Pitre est déjà en grande difficulté. Oui, il était en très très grande difficulté. D'ailleurs, le deuxième étage de la tour nord avait été fermé définitivement par le ministère de la Santé suite à une expertise du CHU de Nancy. Il était également question de fermer le premier étage où se trouve la néphrologie et, comment on appelle ça, l'hémodialyse. Pourquoi? Parce qu'il y avait une présence de neurotoxines, il y avait des moisissures et des champignons, et que le réseau d'eau glacée était obsolète car l'eau tombait du plafond dans les chambres, les couloirs, les salles de consultation, les bureaux. Les agents mettaient des alaises et des bassines. Mais c'était pour récupérer cette eau qui coulait.
Mais c'est terrifiant d'entendre ça. Mais quand on parle de moisissures et de choses comme ça veut dire qu'il y avait forcément des incidences respiratoires sur le personnel, non? Alors oui, donc nous avons aussi plusieurs personnes intoxiquées au monoxyde des fumées. Et nous avions toutes, et pas d'hommes, on n'était que des femmes. Nous avons eu des troubles neurologiques et respiratoires avec un bilan sanguin perturbé. Moi, personnellement, j'ai fait partie des gens qui ont eu des séances de caisson hyperbare et j'ai dû subir 3 mois d'oxygénothérapie à domicile. Et je suis très surprise aujourd'hui d'apprendre qu'on a réouvert ce service fermé par le gouvernement, je le précise bien, et qu'on y mette un service de maladies infectieuses. Alors, je me dis, la question que je me pose, c'est chercher l'erreur. De maladies infectieuses, ça veut dire que les malades du Covid sont dans cet étage-là? Le service des maladies infectieuses, il n'y a pas que des Covid, hein. Il peut y avoir des lupus, il peut y avoir autre chose. Je ne sais pas quel genre de maladie sont, parce que moi, je ne travaille plus. Mais oui, normalement, il y a des Covid. Oui, puisque c'est une maladie infectieuse, si j'ai bien compris. Oui, voilà. Et donc, ce service, cet étage qui a été fermé par le ministère a été réouvert récemment? Oui, puisque... Mais il y a eu des travaux de fait entre-temps? Que la pneumologie organise ce locaux qui était occupé par le service des maladies infectieuses. Elles m'ont dit que les maladies infectieuses étaient montées au 2e étage. Mais il y a eu des travaux qui ont été faits entre-temps, je présume? Alors ça, je n'en ai aucune idée, puisque ne travaillant plus, je ne vais pas dans les locaux. Bien sûr. Vous savez, il suffit de faire un petit coup de peinture et on dit qu'on a fait des travaux, hein, mais bon, si ça a été fermé par le ministère de la Santé, c'est parce que les expertises demandées par le CHSCT prouvaient qu'il y avait des anomalies. Rappelez-nous ce que c'est que le CHSCT? C'est la Commission d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. D'accord. Donc c'est une instance qui surveille un petit peu les... au tribunal. D'accord. Donc on arrive avec un CHU dans cet état-là, à cette pandémie de Covid-19. Alors comment est-ce que ça se passe? Vous travailliez encore à l'époque de cette pandémie? Oui, nous avons été convoqués, si je me souviens bien, le 16 mars 2020 à l'Institut de formation en soins infirmiers, où on nous a annoncé qu'il y avait une nouvelle maladie appelée Covid, enfin coronavirus, mais que c'était pas grave, que c'était comme une grippe, qu'on ne risquait rien et qu'on allait se mettre à travailler. Et les infirmières de Réa, on leur a dit, vous savez, vous ne risquez rien, c'est une grippe. Donc nous avons travaillé sans masque, sans protection, puisque c'était une grippe. Bien sûr. On ne connaissait pas les conséquences. Donc après, quand il a commencé à y avoir des décès, à avoir du personnel contaminé, les petites jeunes qui sont en Réa, parce que bon, le personnel a été renouvelé, il y a beaucoup de jeunes qui sont rentrés, se sont séparées de leurs enfants, de leur mari, donc elles vivaient seules, elles vivaient mal psychologiquement, donc elles se plaignaient. Et puis il n'y avait pas de matériel pour travailler. Et, pour avoir des masques au début, il fallait pleurer, on disait mais non, on n'a pas besoin de masque, ça ne s'attrape pas comme ça. Pas une précaution gouttelette, voilà. Et donc au début il n'y avait pas de matériel, ça il faut le reconnaître. Et puis progressivement, le matériel est arrivé avec, j'ai entendu parler aussi de renforts. Les renforts ne sont pas arrivés à la première vague. Les renforts ne sont pas arrivés à la première vague. Les renforts... je vous entends moins bien là. Les renforts sont arrivés après. Allô? Les renforts sont arrivés après la première vague, on a suppose... Allô, je vous entends moins bien là. Quand le Delta est sorti, qu'il y a eu des renforts de la métropole. Et là, on a été coupé là. Alors, vous disiez que les renforts sont arrivés à la deuxième vague, quand le Delta est sorti. La première vague, je ne me souviens pas qu'il y a eu des renforts. On a tourné avec le personnel qui était présent sur le CHU. D'accord. Alors, en continuant cette historique, on arrive donc à fin 2020, donc début 2021.
jusqu'à cette fameuse loi du 5 août, puisque début 2021, on commence à parler de vaccination. Voilà. Et on commence à parler de vaccination et donc la loi sort avec une date butoir pour la suspension du personnel non vacciné, alors que le ministre de la Santé repousse cette date à décembre. Elle est appliquée dès mi-octobre par le directeur du CHU de Pointe-à-Pitre. D'accord. Et comme il est directeur de tous les hôpitaux de Guadeloupe, puisque nous sommes en groupement hospitalier de territoire, comme nous sommes en groupement hospitalier de territoire, c'est appliqué dans tous les hôpitaux, y compris l'établissement public de santé mentale. D'accord. Donc en fait, le CHU, on va dire, est la locomotive qui draine tous les autres établissements qui sont en Guadeloupe. Et ce que je ne comprends pas, c'est que ce n'est pas appliqué en Guyane et en Martinique, puisque ça a été repoussé par le ministère de la Santé. Et au CHU, non. Dès le mois d'octobre, les gens sont suspendus. Et ça a été fait dans un désordre total, parce que le personnel qui était en accident de travail, en congé longue maladie, les gens vaccinés, les gens en reprise de Covid ou en arrêt maladie Covid, ont reçu le courrier, c'était une lettre type envoyée à tout le monde sans discernement. Ah oui. C'est ça qui est grave. Ça a été fait n'importe comment au niveau de la direction des ressources humaines. Chanterie réelle. Donc, imaginez la panique de ces gens qui vont se retrouver sans salaire. Mais justement, c'est inhumain. J'aurais une question à vous poser. Je ne sais pas si, probablement vous pourrez m'y répondre. Pour travailler dans un établissement hospitalier quand on est personnel soignant, puisque là on s'aperçoit que c'est le personnel de l'établissement, indépendamment du fait qu'il soit soignant ou pas d'ailleurs, puisque je ne sais pas pourquoi on parle des soignants, puisque ce n'est pas uniquement les soignants. Pour travailler dans un établissement comme ça en tant que personnel soignant, le personnel a l'habitude d'avoir un certain nombre de vaccinations auxquelles il se soumet bien volontiers. Et est-ce qu'il y a une procédure qui était prévue lorsque, par exemple, un personnel était convoqué par la médecine du travail en lui disant il faut faire un rappel de l'hépatite B ou que sais-je, d'une maladie sur laquelle on est d'habitude à être vacciné, et que ce personnel refuse? Est-ce qu'il y a une procédure qui était prévue pour ça? Non, dans la surveillance de la médecine préventive, elle est prévue obligatoirement tous les 2 ans. Sauf dans certains services comme l'oncologie, la radiothérapie, la radiologie, où elle est annuelle. Donc quand on va en médecine préventive, on vous dit tu dois faire ton rappel d'été polio, on fait notre rappel d'été polio. Mais est-ce qu'il y avait quelque chose qui était prévu si on refusait de faire ce rappel, par exemple? Il n'y a jamais eu, à ma connaissance, de refus de vaccin reconnu. Ah, et c'est là qu'on tombe dans une espèce de situation inédite, puisque c'est vrai qu'à ma connaissance, il n'y a pas de personnel qui refusait de vaccination. Donc rien n'était prévu finalement. Non, là c'est une note de service qui est parue disant que il fallait faire la première dose de vaccin Covid. Et puis il y avait de tel jour, de telle heure, à tel endroit, le personnel était prié de venir se faire vacciner. Alors, c'était pas la médecine préventive, c'était une note du directeur général. C'était pas la médecine du travail, pas la médecine préventive. Non. Mais revenons sur cette procédure-là qu'on appelle vaccination. Donc, en tout cas, c'est ce que disent les laboratoires qui fabriquent les différents produits. L'autorisation de mise sur le marché est conditionnelle et donc nous sommes en phase 3. Comment expliquer qu'on puisse obliger, imposer ou menacer des personnes de prendre un médicament dont tous les essais cliniques ne sont pas faits? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment ça se passe, cette histoire d'autorisation de mise sur le marché conditionnelle? Lorsque j'ai fait la préparation de mon certificat de recherche clinique, donc j'ai appris les lois et les fonctionnements dans les recherches. Et pour moi, il ne s'agit pas d'un vaccin, mais d'un traitement. Car dans les études cliniques, il y a au moins 2 groupes de patients.
Il y a un groupe placebo. Rappelez-nous. C'est un faux médicament qu'on vous donne. C'est-à-dire, c'est de l'eau physiologique, de l'eau sucrée, de l'eau salée, peu importe. Peu importe. Et dans l'autre groupe, il y a un groupe où on fait l'essai du traitement. Ils sont là pendant de nombreuses années. Ce qui n'a pas été fait et qui explique la défiance des Guadeloupéens à se faire vacciner. Car ce pseudo-vaccin, premièrement, n'a pas été homologué par les instances européennes, puis ni par l'Agence nationale des médicaments. Les effets secondaires ne sont pas maîtrisés. Il n'y a aucune protection immunitaire après la vaccination, puisqu'on en arrive déjà à la 4e dose. Mais il y a de grosses incertitudes, parce que c'est toujours en phase d'études. Oui, en phase 3. Donc, ce vaccin, il n'est pas validé, il n'est pas homologué. Il faut au moins 10 ans pour préparer un vaccin. Mais dites-moi, lorsque on est dans le cas d'un personnel, puisque pour l'instant c'est encore ciblé, qui a l'obligation vaccinale et qu'il y a des effets secondaires qui soient invalidants, par exemple, vers qui se retourner puisque c'est obligatoire? C'est un vaccin obligatoire, mais on ne peut pas se retourner contre le laboratoire puisqu'ils refusent qu'on signale les effets secondaires. Ils ne sont pas maîtrisés, les effets secondaires. Oui, et moi j'ai des amis, j'ai des connaissances qui ont été vaccinés 3 fois, qui se sont retrouvés en réa. Certaines sont décédées, mais comme on dirait, chut, il ne faut pas le dire. Il ne faut pas le dire. C'est ça le mot, c'est le mot chut. Et cette suspension du personnel, que ce soit du CHU, du privé, des libéraux, des médecins, il n'y a pas que le CHU, les dentistes, les orthophonistes. Oui, mais et même dans des associations également. Mais c'est de la violence. Trouver de salaire, de travail, pas de Pôle emploi, pas de RSA, rien, RIEN. Priver de salaire des êtres humains qui n'ont commis aucune faute professionnelle est un crime, à mon avis. C'est un crime. Parce qu'il n'y a aucune protection immunitaire. Et le plus choquant pour moi, c'est que la semaine dernière, j'ai appris qu'une trentaine de personnes non vaccinées, non covidées, ont été rappelées pour travailler. Mais que deviennent ceux qui sont sur le parking devant le CHU ou devant leur travail, que ce soit les médico-sociaux, les médecins? Moi, j'ai entendu une dame qui disait, bon, mon médecin était suspendu. Elle est allée voir un autre médecin, il était suspendu. Elle a vu un 3e médecin, on lui a répondu, ah madame, moi je ne peux plus prendre de clients parce qu'en plus de mes clients particuliers, j'ai dû prendre des patients de médecins suspendus, donc je n'ai plus de place, je ne peux pas vous recevoir. Donc on nous laisse mourir à petit feu alors. Et oui. Oui, puisque si on ne peut pas avoir de médecins traitants, de renouvellement d'ordonnances et choses comme ça, ça devient compliqué pour tout le monde. Voilà, un orthophoniste, c'est 1 an minimum pour avoir un rendez-vous. Si vous avez fait un AVC ou si vous avez un enfant qui a du mal à s'exprimer, il faut 1 an pour avoir un rendez-vous et les orthophonistes sont suspendus, les kinés sont suspendus, les dentistes sont suspendus, les cardiologues, il faut quand même penser aux pathologies prédominantes en Guadeloupe, que ce soit les pathologies cardiologiques, que ce soit le diabète, 11% de diabète en Guadeloupe, 4% en France, ne peuvent pas être vus par un diabétologue en endocrinologie. On leur dit d'aller voir leur médecin traitant, leurs médecins traitants sont suspendus. Un rendez-vous d'ophtalmo, c'est 6 mois. Les médecins sont suspendus. Que faisons-nous pour la santé en Guadeloupe? Alors, vous m'avez dit que vous aviez fait également dans votre cursus professionnel des recherches cliniques. Est-ce que vous avez eu l'occasion de vous pencher sur cette situation par rapport à votre compétence? Moi, le vaccin, pour moi, il est en phase d'étude. Il n'est pas homologué. Ce n'est pas un vaccin, c'est un traitement et qui n'est pas efficace. Parce que s'il était efficace, on n'aurait pas à faire un rappel tous les 4 mois. Quand on fait un vaccin, soit on a 3 doses à 1 mois d'intervalle, un rappel 1 an après, un rappel 5 ans, puis après tous les 10 ans, ça c'est un vrai vaccin. Mais un vaccin que l'on doit refaire tous les 4 mois, ce n'est pas un vaccin. C'est un traitement et qui ne protège pas. Il ne protège pas puisque les vaccinés se retrouvent en réa, tout comme les non-vaccinés. Peut-être qu'il sert à autre chose, peut-être, je ne sais pas. Enfin, je dis ça de manière humoristique, mais
C'est à se demander. Je sais pas, moi, c'est à se demander pourquoi cette obligation. Je vois pas d'autres. Non, mais c'est à se demander à quoi ça sert, puisque il y a cette obligation. La santé est devenue un commerce. C'est mon opinion personnelle. Et derrière cette obligation, cet acharnement, avec même un nouveau traitement Novavax, c'est très surprenant. Novavax, il y a quand même du Covid dedans, dans sa composition. La fameuse protéine Spike. Novavax ne va pas fonctionner, à mon avis. Moi, je suis pas médecin, mais à mon avis, ça va pas fonctionner plus que. Mais même si Moderna, Pfizer, parce que même si ça. Novavax, mais pour le rappel, il faut prendre Pfizer et Moderna, ça fonctionne déjà pas. Oui, bon. Donc il y a une incompréhension à ce niveau-là. C'est vrai, c'est assez troublant. Et c'est pas, pour moi, c'est pas logique. Il y a des incohérences comme ça qui vous ont marqué en particulier? Pour le vaccin? Non, pour tout le traitement de cette pandémie. Moi, l'événement qui m'a le plus marqué, c'est les injections létales. Parce que moi, j'ai vu une infirmière qui m'a contactée, une jeune infirmière qui pleurait, et en congé longue maladie, elle est suivie par un psychiatre. Parce que quand elle a compris qu'elle avait tué des gens en faisant l'injection létale, puisqu'il avait été décidé qu'on ne prenait plus en réa les patients à partir de l'âge de 50 ans. Donc on les mettait au 8e et 9e étage, et c'était le service, on faisait des injections létales. J'ai travaillé 19 ans en cancérologie. Les injections létales ont toujours existé en cancérologie, mais n'ont jamais été injectées par des infirmières. C'est les médecins qui faisaient. Mais là, comme c'était des médecins venus de France, ils prescrivaient et les filles faisaient. Mais après, la conscience n'est pas tranquille. Parce que peut-être que ces gens seraient morts, hein, et peut-être qu'on avait des chances de les sauver si on avait eu l'oxygène en temps et en heure, si on avait eu le nombre de respirateurs qu'il fallait, que ça a mis longtemps avant d'arriver, si on avait eu le nombre de personnel adéquat, peut-être qu'on aurait pu sauver plus de gens, je pense. Alors, il y a des personnes qui, dans les entretiens que j'ai eus, prétendent, peut-être avec humour et sarcasme, je ne sais pas, que maintenant on peut même prévoir les prochaines vagues en fonction des vacances scolaires. Actuellement, on parle, après les vacances de carnaval, d'augmentation des cas, je ne sais pas si des cas ou des malades, enfin, quel qu'en soit. Comment est-ce que vous voyez la suite et la fin de cette affaire? Moi, je pense qu'à chaque fois qu'il y a des congés, que les gens hors Guadeloupe viennent en vacances, se promènent sans masque, alors que pour nous, le masque est obligatoire. Je rappelle quand même, nous sommes le seul département. En France, il n'y a plus de... le masque va être enlevé, aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Nous devons porter le masque jour et nuit. Le virus ne circule que la nuit ici, bizarrement. Donc il y a un couvre-feu la nuit, parce que la journée ne circule pas. Oui, mais la nuit, pas partout. Oui, mais là, il y a un couvre-feu la nuit, le virus ne circule pas, mais dans les discothèques, par contre, on peut. Ah, les discothèques, on peut y aller, il ne circule pas dans les discothèques. Mais à l'extérieur, on ne peut pas sortir. Moi, je ne comprends pas ces décisions arbitraires. C'est un manque de liberté pour la population. Et effectivement, à chaque fois qu'on a des charters qui arrivent en Guadeloupe, on a une augmentation des cas de Covid. Et quand il n'y a plus de congés, qu'il n'y a plus de charters, eh bien ça se stabilise. Alors moi, je ne dirais pas que c'est dû au carnaval, parce que la première fois en 2020, c'était les croisiéristes qui nous l'avaient apporté. D'accord? Oui. La première dame qui est morte, c'est son fils qui était en croisière, qui l'avait contaminé. Oui. Il faut le savoir. Donc, moi, je ne peux pas en dire plus. Comment est-ce que vous voyez la fin de cette histoire? Moi, je crois qu'il va falloir faire une auto-immunité, s'immuniser par nous-mêmes.
Et de toute façon, ce virus, il sera toujours présent. Il sera toujours présent parce qu'un virus, ça mute. Cette année, on vous vaccine de la grippe avec le virus de l'année précédente. Eh oui. Donc, on avait SARS-CoV-2, on a eu Delta, on a Omicron, et maintenant on parle de Delta Cron. Donc, c'est un virus qui va toujours exister. Bon, ben, il faut s'immuniser nous-mêmes en étant contaminés naturellement. Et surtout, prendre des précautions, respecter les gestes barrières et aller chez son médecin dès les premiers signes pour être traité tout de suite. Et moi, je crois beaucoup aux plantes locales, donc moi, je fais mes infusions. Et ça permettra d'avoir une situation un petit peu plus stable que ce qu'on vit actuellement. À mon avis. En tout cas, je vous remercie beaucoup de ce témoignage qui était... De rien, merci de m'avoir écouté. J'espère avoir été assez succincte et comprise. Tout à fait, c'était très instructif et ça permettra certainement d'avoir un avis un petit peu plus éclairé, en tout cas je l'espère. Je vous souhaite une bonne journée et puis prenez soin de vous et de vos proches. Merci Soana. Merci beaucoup. Bon courage. Merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté. Au revoir. Au revoir. Vous voulez vous compter à dans ces paroles-là? Ça c'est, laissez un message dans les commentaires, voyez un message privé pour moi, ou mais voyez un mail, joukaouvert@gmail.com. En certain nous que trouvons gens pour nous arriver à enregistrer nous. Nous prenons? Alors à pita. Jouka ouvert écouter, jouka ouvert garder, jouka ouvert, ouvert yeux, jour ouvert. Jouka ouvert écouter, jouka ouvert garder, jouka ouvert, ouvert yeux, jour ouvert. Jouka ouvert. Jouka ouvert.